5 février 2024. Que dire en cet instant? Il est bientôt 16 heures. Donc, il y a de l'universel. Alors, je le souligne bien, je l'affirme, j'en suis certain. Il y a de l'universel en chacun de nous. Seulement, cet universel, ces éléments partagés, ce qui, quelque part, transcende nos conditions particulières, notre individualité, etc., ce que nous partageons, ce que nous avons en commun. Et pourtant, ce commun, si peut-être qui n'est pas très difficile à énumérer, ce commun nous est souvent, et nous n'arrivons pas à l'identifier dans la réalité, sur le terrain, dans le concret des interactions entre les gens. Pour ne pas dire entre les individus, alors je dis entre les gens, donc quelque part. Il y a donc cet aboutissement. Tout, finalement, ce n'est pas tout qui tend à aboutir à une conclusion finale ou presque finale, mais on est obligé, on n'a pas le choix que de prendre en compte ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé, ce que nous avons côtoyé et les conclusions auxquelles on a abouti, on aurait abouti forcément. Donc, les éléments importants, distinctons, ce qui compose la vie, le côté social, le côté collectif, dans son articulation à l'individuel, les traditions, comment dire, les valeurs, comme cette chose qu'on nommait ainsi, et les pratiques, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, d'une certaine façon, alors j'appelle à que j'essaie d'obtenir une forme de présence dans le propos. Je viens de lire quelque chose comme ça qui était un peu placé comme ça, l'amour, la haine ou des mots. Et les mots, je voulais aussi parler des mots du pouvoir, mais ici, obligatoirement, les mots qui situent, ou alors concrétisent une réalité qui serait antérieure ou indépendante des mots. La réalité sociale, les stratifications, les hiérarchies, etc., préexistent aux mots. On n'a pas besoin d'imposer une forme d'autorité ou d'entrer dans un rapport de coercition, un rapport de domination avec quelqu'un. On n'est pas obligé de dire, il suffit de se présenter avec de façon concurrente, sans les mots. Alors, la haine, après tout, les mots ne disent pas tout de la complexité et d'ignorance qu'il faut apporter, puisque les choses que peut-être nous exprimons avec nos gestes et avec mes mains, nos mains, les choses que nous, les petites, j'allais dire, toute cette direction d'orchestre ou de direction de soi qui est comme ça, je me dirige ou alors je suis une forme comment on a appelé ça, j'exécute quelque chose qui serait déjà, je ne sais plus comment on appelle la composition, une composition. Voilà. Donc c'est nous avons un problème pour comprendre comment
un signal doit être interprété. Comment faire pour qu'un signal puisse être interprété de la façon que nous voudrions qu'il le soit? Et si j'expose un peu ma barbe blanche, qui est normalement le signe d'une forme de maturité avancée, et dans certains contextes culturels, il reste des vestiges de cela, c'est le symbole d'une autorité que confère l'âge. Donc quand je suis avec quelqu'un qui a une barbe noire ou à peine qui commence à blanchir, je suis en situation, j'allais dire, je suis son aimé. Voilà. Donc, il doit agir avec moi en m'épargnant de revenir à des enjeux de pouvoir ou des situations de... Voilà. Il n'a pas à chercher à prendre de l'ascendant sur moi parce que je suis sorti de ce jeu, de la prise de contrôle de ceci ou de cela. Je suis au-delà de la volonté de maîtriser ou d'accaparer ou de prendre. Je suis largement, peut-être je peux donner l'impression d'être encore dans le monde, mais je suis aussi à l'extérieur, puisque mon âge me l'impose. Évidemment, quand on est pas loin d'un départ ou d'une sortie du monde, voilà, qui est comment dire, annoncé. Voilà, c'est les enjeux, les petites guerres, ça ne nous concerne pas. Même si on me donnait toutes les richesses du monde et tous les pouvoirs du monde et toute la gloire du monde, même si ça ne peut plus finalement parce que ça ne peut plus me faire grand chose, puisque mon problème à moi c'est mon corps. C'est mon corps et ma réalité physiologique, et donc je suis sur le déclin, et ce déclin, il est, je ne peux qu'essayer de le ralentir, mais je ne peux pas l'arrêter. Donc ce déclin est conforme à la nature des êtres vivants, voilà, croissance, puissance, et puis déclin, ou on pourrait appeler aussi, à la place du déclin, on pourrait dire, comment... pas déliquescence, c'est naissance. Il y avait un autre mot pour dire, pour parler de déclin, ou, je sais pas, pour le déclin de Rome, mais aussi c'est pas la décroissance, je sais plus comment le dire, j'ai oublié, pourtant c'était un mot ou un concept qui m'était assez proche. Comme quoi, voici aussi comment dire, une preuve de ces naissances que celle que l'on constate dans l'impossibilité que nous rencontrons de faire appel à toutes nos capacités sémantiques. Voilà, nous sommes privés d'une partie de notre, j'allais dire, de notre lexique. Voilà, donc il y a des mots que l'on va pouvoir retrouver sans trop de problèmes, et des mots, voilà. Donc le mot que je voulais utiliser, c'est un mot un peu à caractère, un peu, j'allais dire, moralisateur ou dépréciatif ou quelque chose comme ça. Le déclin, c'est presque... Le déclin, ça n'a pas obligatoirement un très grand versant moralisateur donc, comment... voilà, donc l'idée, c'est que il y a beaucoup de... j'allais dire, dans le concret des relations humaines, il y a souvent des choses qui ne sont pas évidentes
à, à anticiper et à maîtriser, mais qui ne sont pas toujours faciles à comprendre ou à intégrer dans quelque chose de, j'allais dire, dans une sorte de système, voilà, ou une sorte de panoplie, ou une sorte de, voilà, c'est, si une personne agit comme ça, c'est que ça fait partie de la palette des réactions possibles. Donc, comme il y a des couleurs comme primaires, des couleurs peut-être secondaires, tertiaires, et après on peut parler de tous les mélanges possibles et imaginables, donc qui déclinent évidemment des premiers. Donc, il y a peut-être un panel premier des réactions, puis après, il y a des déclinaisons, et il y a des complexifications, et il y a de la diversification à partir de quelque chose qui est assez, finalement, assez peu important au niveau quantitatif. Ainsi que je me mets à faire du France Culture, puisque France Culture n'est plus, je dois déclarer la mort de France Culture, mais c'est aussi ma mort à moi, la mort d'une certaine façon de voir le monde, d'avoir rapport au monde. On pourrait dire que c'était aussi la radio des mandarins, des sachants, etc. Et tant pis, elle est en retard. Si elle doit mourir, eh ben c'est arrive un peu tard, parce que les mandarins ont été un peu déchus de leur haute place ou leur haute opinion, je ne sais pas quoi, de leur chair, leur majesté, il y a déjà quelque temps. Et donc, la radio conservait accordait une certaine place, voilà, une prestige, prestigieuse, ou sachant, ou les gens qui se prétendent ou qui se présentent en tant que tels. Ainsi donc, on continue d'être un peu à chercher à faire dans l'original, dans le difficile, à tenter d'avoir, de montrer une certaine maîtrise des choses du langage, des choses de la logique, des choses de la, j'allais dire, de la, quelque part, le rapport qu'on a au monde n'est pas un rapport fait de point de vue simple et simpliste, mais que le monde, on l'aborde avec, comment dire, avec des outils d'analyse, j'ai oublié l'autre terme, et qui sont très... il y a une multiplicité des champs des champs d'approche, ou je ne sais plus comment le dire. On essaie on part du postulat que le monde est loin d'être ce qu'il semble être, que derrière la façade, il y a quelque chose qui n'est pas visible, évidemment, du premier coup, mais qui est réellement la structure. La structure n'est pas visible. C'est uniquement le premier niveau, ou alors la surface qui est visible, mais par contre, derrière la surface, il y a une énorme machinerie, une énorme complexité, quelque chose que l'on aura du mal toujours à appréhender, à comprendre, dont on aura du mal à comprendre le fonctionnement. Donc, voilà, le soleil, il est là, il revient, il s'en va, mais la gravité est là, une fois qu'on a accepté le principe, et elle a ces effets-là, bon, on vit avec, mais comprendre le mécanisme exact dans toutes ces subtilités, comme comprendre le mécanisme qui fait que le soleil continue de briller, continue d'envoyer de la chaleur, continue d'envoyer ses ondes, continue d'envoyer ses rayons nocifs et pas nocifs. Donc, comment ce n'est pas une chose qu'il a suspendue et qui, quelquefois, nous fait comment dire, nous sentir un peu mal parce que c'est trop fort. Non, c'est pas
c'est d'une complexité qui, évidemment, est hors d'état d'être appréhendée. Après, on peut toujours faire quelques conjectures, mais c'est bon, c'est essayer de comprendre, approcher du soleil pour essayer de le voir vraiment comment il se comporte, de quoi il est composé, de quoi ceci, cela. Voici donc le monde qui, plus on essaie de le comprendre, plus on essaie, par exemple, de le découper, je trouve pas le terme, je dirais dépecer, non, mais de le déconstruire, voilà, pourrait me satisfaire de ce mot, pour comprendre un peu la machinerie. Mais il y a des choses comme on fait avec une machine, il y a des choses qu'on désassemble, mais qu'on aura malgré tout, il y a tellement d'éléments que l'on est noyé sous la quantité, mais aussi incapable de voir comment ces éléments s'articulent les uns aux autres, et surtout qu'on aurait du mal, peut-être, une fois qu'on a tout désassemblé, comment on va pouvoir réassembler. Une fois qu'on a essayé d'analyser le monde suivant tel ou tel de ses aspects, etc., il faut comment après faire rassembler tout cela pour présenter quelque chose d'uniforme, d'homogène, de complet, d'intégrateur ou quelque chose, comment avoir une théorie complète sur le monde. Alors, et comme on est composé d'humeurs, il y a obligatoirement dans toutes nos assertions, etc., il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humeur. Il suffit que l'on soit dans une humeur, j'allais dire, ascendante, une humeur favorisante, pour que cela se reflète sur le champ lexical et le champ sémantique, le champ, comment dire, ce que l'on va dire. Il suffit, et puis quand on parle, il y a aussi des moments où on a plus présent à la bouche certains mots plus que d'autres. Il suffit par exemple de s'arrêter pour que le mot qu'on n'a pas réussi à retrouver revient comme ça. On pourrait dire pour vous narguer. Donc le mot que vous avez essayé à tout prix de faire ressortir de ces oubliettes, enfin de le débusquer, voilà. Donc c'est plus c'est vrai, les choses sont, les mots composent les choses, même si les choses sont au-delà des mots, mais les mots nous facilitent le rapport quelquefois aux choses du monde. Quand on a un mot à sa disposition, on y a recours. Et s'il faut inventer un mot ou s'il faut introduire une forme de relativiser les mots et à chaque fois dire qu'un mot correspond à une phase, à un moment particulier, que par exemple à 16 heures, les mots de 16 heures ne doivent pas être ceux de 15 heures ni ceux de 17 heures. Je dois toujours suivre le temps et le moment du lever ne sont pas les mots du coucher, etc. Et les mots de l'éveil ne sont pas les mots allez, je dire, quel est le contraire de l'éveil wow, catastrophe. Voici comment, quand on veut atteindre un certain équilibre, que quelque part, il y a toujours la possibilité d'un accident, d'un dérapage, qui était contenu. Si je remplis le verre jusqu'à ras-bord, il est possible que j'aurais pu le remplir plus qu'à ras-bord, il aurait débordé. Mais il n'a pas débordé, c'était juste. Mais quand même, quand je l'ai pris,
ça a débordé parce qu'il était bien rempli. Ce qui fait que, quoi qu'on fasse, et on joue un peu avec l'idée que les choses puissent nous échapper, il y a une petite voix qui nous dit prends un risque. On a les risques, on pourrait dire à la phrase, évidemment, la phrase évidente, c'est on a les risques que l'on a. Quoi. On a les petits risques qui sont adaptés à sa petite personne. Mais d'autres prennent des risques, voilà, d'une certaine ampleur, tandis que moi ou quelqu'un d'autre prend des risques, des petits risques. Ça ne mérite même pas le mot de risque, mais voilà. Donc, on joue à se faire peur, on joue à tenter, quelque part, à essayer de provoquer un accident, vouloir qu'un accident se produise sans trop vraiment souhaiter qu'il se produise. Donc, il y a toujours, à cette occasion, je pourrais dire, il y a des choses qui sont fragiles et quelquefois on est assez étonné que ça ait pu nous accompagner pendant autant de temps. Pendant tant de temps ou autant de temps. Et j'ai quelque chose qui m'accompagne depuis 1986, quelque chose comme ça. Quelque chose qui aurait pu casser, je ne sais pas combien de fois, que j'ai quand même beaucoup utilisé. Mais finalement, ça dépasse les 30 ans. J'ai cette chose-là depuis bientôt 40 ans. C'est quand même fort. Je ne tiens pas à ce que ça casse, mais si ça devait casser, j'en serais pas tellement affecté, parce que la personne qui, cette chose me relie à quelqu'un, et ce quelqu'un est dans un autre monde par rapport au mien, depuis tellement longtemps, que pour y dire, ce serait la conclusion. Il y a des choses comme ça. Alors toujours prendre appui sur un micro-événement. Et si cette gradation des choses, quand on dit le micro, on pourrait dire le micro, puis il y a le médium, et puis il y a le haut, il y a ce qui provoque comment dire, un effet important, ce qui micro, mais on pourrait dire les micro-événements, en s'agglomérant, peut-être, on pourrait commencer à les considérer comme des événements tout court. Micro-événement après micro-événement, le micro finit par former un macro, et évidemment, le micro et le macro est composé de micros. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ce qui est grand est composé de petits, de plus petits, et encore de plus petits, plus petits, plus petits. À ce moment, il y a quelque chose qu'on a du mal, la diversité biologique que l'on constate. On a beau utiliser la théorie des niches, et à bout d'un moment, toute théorie, toute approche rencontre un peu ses limites, et ça dépasse les niches. Alors, il y a une théorie qui est pratique, opératoire, mais à un moment, et donc il y a la théorie de Dieu, mais où on va chercher Dieu, dans ce qui est extraordinairement grand ou dans ce qui est extraordinairement petit. Il est où Dieu? Et donc, quand on voit finalement à quoi l'on destine Dieu, qu'est-ce que on appelle Dieu pour des petits soucis, micro-soucis, j'allais dire, pour des petits, les prières que l'on adresse à Dieu, c'est quelquefois des petites prières qui ne méritent. Ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas ça ne correspond pas comment dire, ça correspond pas à la stature ou qui est celle d'un Dieu qui plus est créateur et qui est l'origine de tout.
toujours, les choses nous dépassent. Tout ce qui vient de l'humain est limité par définition. Et Dieu, qui est lui aussi une création humaine, donc a priori, ça semble être ça. Après, on peut toujours laisser de côté un petit, j'allais dire, les angles morts, ce que je ne vois pas, ce que ma conscience ne permet pas d'atteindre. Et il est sûrement quelque chose qui nous échappe, mais qui ne correspond à rien de ce que l'on connaît. Il pourrait y avoir je n'en sais rien, j'ai toujours comment peut-on c'est une question d'échelle. Alors, Dieu, c'est aussi une question d'échelle. Moi, je me le suis approprié, cette théorie, depuis longtemps. Et donc, je ne sais plus à qui je l'ai prise la première fois, mais une question d'échelle. Alors, je ne sais pas, j'ai une petite araignée qui, dans une pièce que je ne fréquente pas souvent, et elle a pris un petit coin, cette araignée, je ne sais pas ce que je représente pour elle. Alors quand j'allume la lumière, elle perçoit cela. La plupart du temps, elle est dans le noir. Mais si je fais un petit mouvement, elle va se réfugier dans un... Mais moi, je peux très bien décider que cette araignée n'a rien à faire là où elle est, et je la déloge en déplaçant ce qu'elle utilise comme support pour fixer sa toile. Est-ce que l'échelle et la nature même des besoins, etc., le monde intérieur qui est le sien, est-ce qu'il y a moyen que nous puissions nous rencontrer? La seule vraie rencontre indirecte, c'est que quand une année, j'ai arrosé, j'ai projeté de l'eau sur une fenêtre, et donc je savais que les araignées avaient besoin de boire. Donc certaines araignées sont venues boire. Donc mais sinon, quand je prenais un insecte, une mythe, et que je la mettais dans la toile, que je la projetais, que ça se passait bien, que la mythe atterrissait bien, et que quelquefois je faisais semblant, quand la mythe ne bougeait pas, je soufflais sur la toile et ça faisait comme si la mythe était vivante, et l'araignée, ça ne marchait pas toujours, se précipitait. Quel est ce rapport? Il y a quelque chose de totalement... il ne peut pas y avoir de communication, si ce n'est de façon extraordinairement indirecte. Et c'est ça, c'est la capacité que nous avons à communiquer d'abord avec nos semblables, en utilisant les langues que nous avons à notre disposition, et puis les difficultés que nous avons à converser ou à communiquer avec ceux qui n'ont pas le même idiome que nous. Et puis après, tous les êtres, ils sont extraordinairement nombreux, ces êtres. Alors, de toutes les échelles, de toutes les tailles, de toutes les formes, etc. Si par exemple on dit il y a une extinction des espèces, on parle toujours des espèces qui ont une certaine masse, qui présentent une certaine, qui sont visibles. Et voilà, et puis on peut parler aussi de quelques êtres, le corail, etc. Mais sinon, pour ce qui est des micro-organismes, à ce moment-là, on ne parle pas. Il pourrait y avoir une extinction massive, et ça ne nous affecte pas parce que nous ne ressentons pas, et nous ne vivons pas dans le même monde que ces micro-organismes. Et il pourrait y avoir des bactéries qui disparaissent parce que leurs conditions de vie ont changé. Et donc, le monde, jusqu'à preuve du contraire, l'humain pourrait disparaître, tous les autres, tous les mammifères, etc., etc. Mais les micro-organismes, eux, il y a
non pas cette variation, mais ces différences d'échelle, et puis évidemment on revient sur nous-mêmes, le corps qui est le nôtre, qui est composé de petites unités. Ces petites unités composées elles-mêmes d'unités encore plus petites et jusqu'à l'infini. Il n'y a pas moyen de dire jusqu'où peut remonter le petit et le minuscule et le nanique ou peu importe. Après, on pourrait aussi poser la question jusqu'à quelle échelle peut aller le grand, l'infiniment grand. Est-ce que voilà, donc la question peut être des deux côtés. Voici donc une forme de dérive. La dérive avec les mots et avec ce que les mots entraînent derrière elle, un peu comme un chalut, voilà, qui ramasse tout ce qu'il y a sur le fond. Et après, évidemment, les marins font le tri entre ce qui est valorisable économiquement et ce qui est considéré comme des prises involontaires ou des prises sans intérêt commercial. Donc, il y a dans le monde des mots, là aussi, dans cette action de tout faire jaillir, finalement, tout faire remonter, il y a aussi, je pourrais dire, du bon grain comme de livrer. Il y a des choses. Alors, c'est pas parce qu'on a utilisé une phrase que cette phrase devient vraiment valide ceci, invalide ceci. Et on ne croit pas dans les phrases toutes faites, dans les phrases un peu qui s'équilibrent ça peut basculer dans un sens. Il n'y a qu'une forme de dualité où ça c'est bien, ou ce n'est pas, voilà. Et la chose est sa négation. Le positif est sa négation et le négatif est sa négation. Et après, il pourrait y avoir multiplicité. Bon, voilà. Donc, les choses comme comment nous composons notre menu, j'allais dire mental, intellectuel et lexical, comment nous fabriquons cette logorée qui est souvent et la plupart du temps intérieure dans ces remontées, dans ces choses qui plus, je ne parle pas des rêves, là c'est un domaine que je connais très peu et souffrant finalement d'une forme d'oubli systématique ou presque de ce que j'ai pu traverser dans la nuit. Le désir, un des désirs les plus intérieurs et qui n'est pas souvent mis en voie, c'est celui d'avoir envie de rêver des gens qui nous sont chers ou qui nous étaient chers ou qui nous sont plus ou moins chers. J'aimerais bien rêver de ma grand-mère, une des deux, puisqu'elles étaient sœurs. Voilà, j'aurais aimé rêver, je ne sais pas, d'elle, mais je ne peux pas. Ça ne m'arrive jamais. Et je ne rêve pas de mon père. J'ai dû rêver de ma mère. Et c'était pour moi un moment exceptionnel, quelque chose. Voilà, ma mère, j'ai rêvé de ma mère. Donc, dans cette chose qui veut, donc, quand on dit qu'on est dans la logorée, c'est pour essayer de dire à celui qui pourrait être en train d'écouter, ne me reproche rien. Ne me reproche rien, ne me dis rien, ne me juge pas. Je suis sous l'effet
d'une forme de, j'allais dire, non pas de vomi, non, mais je laisse, il y a un épanchement. Il y a un épanchement, voilà, donc bon, il y a un corps d'abondance pour encore mieux caractériser la chose, la corne d'abondance des mots. Allons-y, parlons, puisque la parole réveille comment dire, les dimensions cachées, révèle les dimensions cachées, réveille peut-être les choses oubliées, enterrées, reléguées. Voilà. Il y a toujours, on attend que quelque chose, un moment, peut-être juste pour une phrase que l'on va trouver et qu'on va sélectionner. Et cette phrase n'aurait pas pu voir le jour sans cet exercice de la vadrouille ou de la dérive ou de la marche sans but. Je me rappelle, j'ai été content quand j'ai pu, évidemment toujours de France Culture, et le mot soliloque. Quand j'ai intitulé quelque chose comme ça, soliloque au pluriel, j'avais l'impression que la conversation que j'ai eue avec quelqu'un était de cet ordre-là. Et soliloquer, j'aime bien aussi, parce que déjà le terme en lui-même, dans ce qu'il fait naître, dans ces L qui se suivent, soliloquer, déjà il y a des petites variations qui m'intéressent, mais souvent c'est un terme auquel je ne fais pas appel. Alors la chose qui est toujours par rapport au temps. Le temps, il est ce qu'il est. Chacun le définit à sa manière et à sa mesure, peu importe. Mais le temps, comment dire que ce temps-là, je l'ai marqué. Je l'aurais vécu jusqu'à un point, vraiment, je m'étais approprié ce temps. La prise de parole permet d'approcher de cela. Il y a cette prise de parole qui n'est pas une prise de parole comme celle qui ne ressemble pas à une conversation. Parce qu'une conversation, elle doit aussi s'adresser à quelqu'un en particulier et parler de certains sujets d'intérêt commun, etc., etc. Tandis que parler comme ça, c'est être dans une forme il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de souci autour d'un résultat quelconque. Le résultat sera là, on pourra le qualifier comme on aurait envie, peu importe. Il y a donc on est dans la série de ceux qui étaient là et qui sont passés. Et la série de ceux qui ont regardé ce tableau et puis ils ont laissé leur place à quelqu'un d'autre. Quelquefois, il y a un tableau qu'on n'aura vu qu'une fois dans sa vie. C'est vrai que les coquelicots je ne sais plus, de Manet, Monet, je ne sais plus. En tout cas, les coquelicots de mon enfance, c'est ça qui était intéressant, c'est que les coquelicots de Manet ou de Monet, peut-être de Manet sûrement, m'ont plus frappé que les coquelicots que je voyais vrais à la campagne. Et donc, parmi les blés. Et donc, le rouge était plus fort, plus intense tandis que le rouge, il est un peu doux, malgré qu'il soit bien rouge, mais peut-être il glisse un peu vers le bordeaux, vers le rose foncé, voilà. Mais c'est un joli rose, tandis que je pourrais dire que c'est le rouge des coquelicots est un rouge naturel, pigment naturel, tandis que le rouge de Manet peut être pigment artificiel, chimique, et donc quelque part, c'est ça qui est à l'origine de cette différence, cette nuance de rouge. Et comment dire, pourquoi je parlais des coquelicots?
j'ai oublié. En tout cas, j'ai oublié. Ce qui arrange dans cette histoire, c'est que je peux oublier, mais ça ne s'oublie pas, puisque ce que j'ai dit auparavant, ben, quelque part. Voilà, le tableau. Le tableau, je suis allé donc là où normalement sont exposées la plupart des toiles. Je n'ai pas cherché cette toile de mon enfance qui m'avait tant marqué pourtant. Mais on pourrait dire, je peux revenir, mais je ne reviens pas. Donc, quelque part, quelqu'un d'autre va venir, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour se mettre en face d'une toile très connue, parce que, évidemment, c'est ça qui retient l'attention. Mais quelquefois, il y a une personne en particulier qui peut s'intéresser à une toile, peut visiter, qui n'intéresse pas grand monde, une toile un peu anonyme, malgré le fait qu'elle soit exposée à la vue de tout le monde, et elle est quand même, le passage devant elle, personne ne s'arrête. Donc, voici comment les choses s'échelonnent. On participe du spectacle du monde, et à un moment, on est hors de ce spectacle, on est mis dehors. On est non pas expulsé du paradis, mais il y a de cela. La vie, peut être comparé à une forme j'allais dire, la vie peut comporter des moments où nous sommes vraiment dans une sorte, nous éprouvons une forme de félicité, une forme de belle présence à nous-mêmes, que nous sommes vraiment en équilibre, rien ne nous affecte, nous sommes ni dans le regret, ni dans le désir de faire. Nous sommes satisfaits, ou même pas, nous ne faisons même pas appel à ces choses-là. Nous apprécions le fait qu'après manger, ou que nous apprécions de pouvoir voir, parce que nous avons encore nos yeux pour pouvoir voir. Il y a un point dans l'espace, sur le mur, tous les points se ressemblent, et pourtant on regarde vers un point précis. Et ce point précis, on plonge dedans. Et puis, on voit rien, mais c'est quelque chose d'abstrait. On ne cherche pas à voir quelque chose. Et pendant ce temps-là, on est déchargé, j'allais dire, de ce qui nous pèse sur le corps et sur l'esprit depuis toujours. Voilà, on est. Donc, il y a le fait, un événement qui était annoncé, prévu. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans l'ordonnancement des événements? Cet événement, une fois qu'il a été annoncé à une certaine date, dans un lieu, et puis il doit se produire à l'heure annoncée dans le lieu réservé, et puis on ne peut pas dire, tiens, ben je le recommence. Je pourrais le reporter ou je pourrais le recommencer. Non. Une fois que la chose a été actée, ou il n'est plus possible de revenir dessus. Donc, ça devient déjà de l'événement passé, ça devient déjà du passé, ça devient déjà, ça peut évidemment aller dans un coin, voilà. On peut noter d'un point de vue statistique, pour ceci ou pour cela, voilà, lui réserver une place, mais ça sera toujours une place au passé. Donc, que ce passé que nous fabriquons en permanence et que nous ne pouvons pas finalement arrêter, ne serait-ce que provisoirement. Il n'est pas possible de mettre pause sur cette lame de fond qui nous entraîne vers des rivages ou vers
une forme j'allais dire, de vide, le vide de la grand-mère, voilà, cette, cette, cette comment dire, non pas cet espace, mais cette chose qui s'ouvre et qui semble ne pas avoir de fin, et dans laquelle, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, il y a des moments où il faut se forcer parce que on a prévu autre chose. Il y a de l'ordre de comment, parce on a une forme de lassitude par rapport à une chose et on a envie, puisqu'il y a cette lassitude, on va essayer de lui porter une forme de, comment dire, on va réagir, on va pas rester là. On cherche toujours, comme on cherche le paradis perdu. Le paradis perdu, c'est clair, c'est le ventre de la mer, il n'y a rien d'autre. Donc, on n'aime que sa mère, c'est très évident. Et on aime peut-être de sa mère que ce moment-là, plus principalement ce moment-là. Euh, Après, c'est différent, mais le moment, et comment dire, quand on est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de... en général, c'est vous qui vous donnez un coup de pied. Mais la mère, votre mère porteuse, ne vous donne pas un coup en retour. Elle ne vous punit pas parce que vous l'avez dérangée, elle ne va pas vous dire arrête de bouger, et puis sinon je vais te donner la fessée, sinon je ne vais pas te donner ceci ou cela. Il n'y a pas de rétorsion, il n'y a pas de, donc il n'y a pas de punition. Donc vous mangez autant que vous avez envie de manger, vous dormez autant que, cela vous arrange, et, euh, et vous êtes protégé de tout. De tout. Et vous êtes peut-être, vous entendez le filet de voix, vous êtes quand même peut-être un peu comme une sorte de cantine, voilà, la voix de la mer et peut-être la voix du monde, et ça vous berce. Donc, il parlait d'un autre paradis dans lequel il faut faire face à la mer, à sa mère, à ses limites, bien sûr, bien qu'on la divinise, mais n'empêche que après tout, c'est un être humain. Elle peut elle peut nous frustrer pour ceci, pour cela. Elle peut aussi nous contrarier. Et puis, cette mère est mortelle. Alors, donc, quelque part, rester dans le ventre de la mère et empêcher la mère d'accoucher et de nous mettre au monde, et peut-être rester avec la mère, et la mère toujours jeune, et soit toujours mère porteuse, et soit toujours à l'intérieur, toujours portée. Ah, comment, donc, cette chose qui nous reste, cette chose que nous recherchons. Alors, est-ce que nous avons un mot pour cette chose-là? Je n'en sais rien. Nous cherchons à retrouver un sentiment que je pourrais qualifier de plénitude, quelque chose de planant, une sorte de... un moment pendant lequel peut-être on était vierge de tout souci, mais je ne sais pas comment le caractériser ce moment-là. En tout cas, on cherche quelque chose. Alors, on cherche à se plonger dans une sorte de bain voilà, je vais vous dire comme ça vient, bain d'amour. Certains pourraient appeler ça le bonzon, bain de positivité, un bain de quelque chose qui nous rendrait peut-être notre corps moins lourd à porter, notre esprit peut-être moins chargé en trauma et en diverses sensations inconfortables. Une tête qui
on cherche quelque chose, on cherche quelque chose, alors on cherche évidemment, il faut aussi voir toujours par rapport au passé, donc remonter le plus loin, donc c'est souvent dans l'enfance que ça, normalement, que ça devrait se nicher, mais où, à quel moment? Donc, les choses que nous faisons, il est possible, par exemple, que quelque chose que l'on mange, on la mange, on la consomme, on la goûte un peu, mais nous ne retrouvons pas comme certaines choses qu'on mange, et le goût de la première fois n'est pas le goût de la deuxième et fois d'après. Et comment euh, peut-être une des choses que l'on voudrait rencontrer, c'est peut-être les yeux pleins d'amour, les yeux de la mère pleins d'amour pour soi. Là, quelque chose que l'on a perdu, que l'on ne pourra jamais retrouver. Et il y a tant de choses comme ça qui font que l'on se comporte ou que l'on se comportasse d'une façon qui peut ne pas sembler compréhensible ni pour nous ni pour les autres. Et on court derrière quelque chose que l'on n'arrive jamais à attraper. Alors, je fais ce que je fais, je continue de le faire sans possibilité de m'arrêter parce que j'essaie toujours. Et donc, un jeu de lévrier qui court derrière, voilà, on court derrière, on est emmené malgré soi par quelque chose qui nous est promise. J'en sais rien, s'il y a un bâton comme ça, un bâton, une carotte, j'en sais rien. Mais voilà, donc comment atteindre, avec la langue c'est possible aussi. La langue, vu l'effort que cela vous demande, quelque part, le fait que ça accapare tout le cerveau, le fait de parler comme ça, de parler à voix haute, et ça demande une certaine présence. Cette présence, peu importe comment on la juge, mais cette présence empêche le surgissement de ce qui normalement pourrait voilà, un peu altérer votre sentiment du moment, interférer, voilà, les choses que vous acceptez pas de vous-même, quoi. Donc, et cet exercice est aussi une forme de réponse à cette langue qui vous manque quand vous en avez vraiment besoin ou à peu près besoin, parce que vraiment c'est autre chose. Il y a des silences ou des mutismes et qui sont les bienvenus, plutôt que de parler juste pour parler, sans que cela puisse vous emmener nulle part. Et on a attendu, tout le monde attend des autres, qu'ils vous prennent par la main, imaginons que vous soyez aveugle, que vous ne voyez pas et que vous comptez sur quelqu'un pour vous guider. Vous ne pouvez pas compter sur votre canne ou sur votre bâton et quelqu'un doit vous conduire quand même. Et donc, puisque il y a des choses qui nous échappent, immanquablement, il y a une partie ou des parties, comme on pourrait dire, des angles morts, il y a des espaces auxquels on n'a pas accès. Des espaces de représentation, par exemple, des espaces d'imagination, des espaces comment on pourrait comment les choses se façonnent. On a beau voilà, avoir écouté ou accumulé des choses, malgré tout, il est possible que cela ne vaut pas, mette pas de tout appréhender. Donc vous allez vous appuyer sur quelqu'un pour essayer d'augmenter vos capacités d'appréhension, de maîtrise, de compréhension de ce qui se passe autour de vous. Donc il y a, j'allais dire, l'autre apporte
une nuance, apporte un complément, apporte une rectification, apporte une correction, apporte quelque chose qui lui est propre, parce que c'est toujours cette diversité n'exclut pas une forme, cette homogénéité dont j'ai parlé au début, cette universalité n'exclut pas une diversité. Et donc, voilà comment on peut se raccrocher à quelque chose. Alors, déjà, 50 minutes qui sont passées comme un rien, comme un souffle. Et à cet instant, je voudrais porter, je veux dire, et me souvenir, voilà, de façon émue, mais sans que ça se reflète sur mon cœur, de quelqu'un qui a cuisiné pour moi moult soufflés. Alors, cette personne, voilà, sûrement qu'elle ne fait plus partie des vivants, c'est comme ça. Et ainsi, comment on rencontre les gens sans les rencontrer? On les rencontre jusqu'à un certain point, puis un moment, il y a un moment où ça bloque. Il y a elle a pu le dire à un moment donné, où je me rappelle, je l'avais massé, il m'avait appris à décoller la peau du dos, la ligne qui surplombe la colonne vertébrale. Et quelque part, j'ai eu accès à son corps par ce biais-là. Et elle m'avait dit, je ne sais pas, quelque chose par rapport, je ne sais pas s'il a fait allusion à quelque chose, si on s'était rencontrés. Évidemment, il y a une différence d'âge entre nous, mais il y a toujours quelque chose quand les choses se produisent, ben, elles ne se produisent pas. Il n'y a pas obligatoirement une, une bonne conjonction. Et c'est bon pour soi, mais pas bon pour les autres. C'est arrivé au bon moment pour soi ou pour l'autre, mais pas au bon moment pour soi. On est prêt et l'autre ne l'est pas au même niveau. C'est cette, j'allais dire, cette variation qui n'est pas énorme, mais qui est suffisante pour pouvoir voilà, changer, empêcher que quelque chose puisse accoucher de quelque chose, aller plus loin, voilà, quelque chose de plus profond. Ça reste assez, j'allais dire, non pas superficiel, ça peut aller un peu plus loin que le superficiel, mais ça ne va pas aussi loin que peut-être espéré, que peut-être pour que ça crée une forme de permanence. Et il y a des choses qui restent comme ça accrochées entre une dimension de permanence, quelque chose de permanent, et de l'impermanent, quelque chose qui vacille, quelque chose de provisoire, tout en étant un peu, en étant des deux côtés, provisoire et durable, mais voici que le provisoire prend le pas sur le durable, et voilà, tout s'arrête. Et on n'est pas mécontent que les choses s'arrêtent. Et fondamentalement, souvent on est amené à faire ou à dire ou à penser d'une certaine façon ou à être dans des conditions particulières, dans des situations précises, et qu'en fait on y a été conduit malgré soi. Si l'on remonte un peu le fil, on se dit mon destin n'était pas écrit, n'était pas inscrit dans ce que je suis ou dans ce que je suis en train de faire. Je suis quelque part hors de mon destin originel. Et donc, tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux éprouver, tout ce que je peux dire même, et finalement est de l'ordre de l'écartement, de l'ordre de la disjonction, d'ordre du non, la chose que je dois refuser. Alors, je ne sais pas comment dire, il y a des mots que l'on aime bien parce que ça explique certaines choses, hein, ça permet d'accéder à une certaine nuance, la dissonance, l'assonance et la dissonance. Comment on peut être en dissonance avec soi-même et jamais ne pouvoir retrouver une forme d'assonance que l'on a pu approcher à un moment ou à un autre.
il y a toujours dans le destin de n'importe quel individu, il y a toujours une forme de quelque chose qui aurait échappé au contrôle de l'individu, parce que le destin est quelque chose qui s'élabore au fur et à mesure, mais aussi il peut très bien dériver, dévier, et on se retrouve dans des, comme on pourrait dire, certains navigateurs, ceux qui, d'une certaine façon, je ne sais pas comment les qualifier, qui voulaient aller quelque part, qui se retrouvaient ailleurs. Donc, on pourrait dire, bon, ça a été une horreur pour certains et une bonne chose pour d'autres. Dans l'erreur, il y a toujours ceux à qui ça profite, l'erreur, et puis d'autres à qui ça nuit profondément. Donc, l'erreur n'est pas toujours considérée comme telle, ça dépend comment on est placé, voilà. Donc, c'est ce périple que l'on mène, que l'on a sur les épaules, le périple de sa vie, et cette errance qui n'en finit pas, et ces choses que l'on traverse sans savoir de quoi il s'agit, et on ne sait pas, on approche d'une terre et on ne sait pas si c'est la bonne ou pas. Alors si on accoste, ben, il est possible qu'il se passe des choses qu'on n'aura pas désirées, qu'on n'aura pas voulu, et il y a toujours alors, est-ce que c'est ça notre terre promise, ou est-ce que c'est celle qui n'est qui n'est qui n'est pas encore qu'on n'a pas encore atteint? Est-ce que cette terre promise, elle est vraiment sur terre ou ailleurs? Évidemment, la terre promise, peut-être, c'est dans le ciel, hein. C'est dans le-delà, c'est plus tard, comme qui dirait. Mais penser qu'une terre promise est sur terre est peut-être une erreur mortelle. Voilà comment certains, évidemment, présentent certaines choses de par le monde. Donc, comme on cherche le paradis, on peut le chercher au mauvais endroit. Comme on cherche la terre promise, on peut aussi la chercher, évidemment. Et ainsi de suite. Alors, comment s'en sortir? Comment trouver une forme comment trouver son chemin pour cheminer, ne serait-ce que les derniers pas que l'on va faire. Comment pas totalement arriver, mais approcher, commencer à entrevoir ce que l'on a cherché. On n'arrive pas aux portes de Jérusalem, on fait qu'entrevoir les murailles de Jérusalem. Et si on devait mourir hors les murailles, ben on aura quand même vu Jérusalem. Et comme on a désiré, je ne sais pas, c'était dans mon enfance, on me disait, oui, ceux qui partaient à la Mecque en bateau, si ils mouraient, on les jetait à la mer, mais ils suivaient le bateau. Et donc c'était ça. Je précise que ils restaient dans le sillage du bateau, ils arrivaient jusqu'à la destination. Évidemment, à une époque, aller en pèlerinage à la Mecque, c'était quelque chose qui était de l'ordre du miracle, impossible qui se réalisait. Et donc, je suis resté un peu comment, j'arrivais pas, j'ai pas posé de questions, mais j'arrivais pas à imaginer comment un être pouvait être remorqué comme ça, un être mort. Mais quelque part, ça me consolait de savoir que quand même, il aura atteint sa destination, il aura fait le pèlerinage, même en étant plus en vie. Mais on pourrait dire qu'il sera enterré dans cette terre consacrée globalement. Voilà, donc c'est cela les choses. Comment les mots, comment on est dans un moment particulier,
On cherche, on cherche, on cherche. On va trouver, on va pas trouver. On va se contenter de ce que l'on a trouvé. Et on va passer à autre chose, hein, si c'est possible de passer à autre chose. Alors je vais arrêter ce dire et je reparlerai après. Je me relancerai d'une autre façon. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui est sorti. Alors c'est pas un esprit, comment dire, c'est juste une forme d'expiration, un petit soulagement, voilà. Et l'idée, que comment on ressent ces choses-là, on est, on est content sans être mécontent. C'est quelque chose d'entre deux, voilà, des choses comme ça.